Second poteau, Pavard. Bonjour et bienvenue dans En Première Intention, émission du 5 mars 2022. Aujourd'hui, grand remplacement pour faire notre analyse de news footballistique, puisque je n'ai plus les habituels titulaires, Dridi étant malheureusement absent, et comme vous le voyez, Lorenzo également. Alors aujourd'hui, à mes côtés, il a troqué la grosse balle orange pour une plus petite. Salut Flavien, comment ça va depuis ta dernière défaite au quiz? Eh ben, je suis pressé de la prochaine. Elle va pas arriver dans très très longtemps, a priori. Attends 40 minutes et ça va le faire. Et à ma droite, il est connu en tant que le Kraken de Fitness Park et il fera bientôt une OPA sur celle d'Argenteuil. C'est Miancy, heureux d'être ici au lieu de faire des squats. Salut Aurélien, bah ouais, très content de parler de foot. Et ben voilà, tout est parfait. Alors ça va être parti pour une nouvelle dose de bonne humeur. Avec mes deux larrons, nous allons évoquer aujourd'hui évidemment les news extraordinaires où j'aurai l'honneur de me lancer moi-même. Ça va être malaisant. Les tops, les flops, le débat qui portera évidemment sur l'actualité, sur l'arrivée de la Champions League et les Coupes d'Europe mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine. Les matchs à voir du week-end et évidemment le quiz que Flavien attend patiemment. C'est parti pour les news. Et pour ces news, on part directement en Angleterre. Le mois de février a été fatal pour El Loco. 4 défaites, 1 match nul, 20 buts encaissés ont eu raison de la véritable idylle entre Marcelo Bielsa et les Peacocks. L'entraîneur a reçu énormément de soutien de la part d'autres personnes de la profession ainsi que des joueurs comme Calvin Phillips. Après 3 ans et demi dans le nord de l'Angleterre, est-ce qu'il aura enfin fait taire les critiques dont Marcelo Bielsa est fréquemment la cible? Je t'en prie, vas-y. Non, c'est vrai qu'en tout cas, son arrivée à Leeds et ce qu'il a fait depuis, parce qu'ils sont montés, faut le dire, en Première Ligue, il a fait du très bon travail par rapport à ce qu'on avait vu à Marseille où il était énormément critiqué. Après, c'est aussi en France, entraîneur étranger, ça va souvent, les critiques sont souvent plus lourdes. Là, pour le coup, c'est vrai qu'en Angleterre, il a fait le travail. C'est vrai que Leeds est moins bien cette saison. Généralement, le premier fusible à sauter, c'est l'entraîneur. Un peu logique, mais en tout cas 3 belles saisons du côté de Leeds pour Marcelo Bielsa. Oui, en effet, il faut rappeler quand même que Leeds a été relégué en Division 2, puis parfois a été en Division 3 à partir de l'année 2003-2004. Et comment est pour toi, Samy, est-ce que tu avais retrouvé par exemple le Marcelo Bielsa de l'Olympique de Marseille Ah mais clairement, il a apporté quelque chose de nouveau à l'Angleterre. Les Anglais n'étaient pas habitués à ce jeu-là. Donc franchement, les Anglais ont été très surpris, agréablement surpris par Marcelo Bielsa. Mais je pense que par rapport à son départ, je pense qu'il aurait dû déjà partir l'été dernier parce que ça a été cette saison-là, la saison 2021-22 a été la saison de trop pour lui. Parce que les joueurs ne suivaient plus sa méthode, même s'il a été très apprécié humainement. Il a développé pas mal de jeunes joueurs, par exemple Ilan Meslier, Bamford ou encore Calvin Phillips qui a fait un Euro exceptionnel, qui a fait d'ailleurs sa première compétition internationale. Oui, alors que c'était même pas un espoir de D2, c'est ce qu'il faut savoir. Calvin Phillips, peu de personnes le voyaient arriver à ce niveau-là. Mais déjà, il a laissé une très belle empreinte en Angleterre. Mais comme Samy le dit, est-ce que c'est pas je sais pas par rapport à Bielsa, mais là, par rapport à sa méthode, en tout cas, c'est long 3 ans et demi pour Bielsa, par rapport à... C'est très éreintant, en fait, de jouer sur d'ailleurs, il n'a jamais fait plus de saison. Voilà, c'était ma question, en fait. Que ce soit en sélection nationale ou sur les autres clubs. 3 ans et demi, c'est énorme, en fait. Ça a été la saison de trop, je trouve. Ouais. Bon après voilà, les supporters de Leeds continuent à l'apprécier. Il y a un bar juste à côté d'Elland Road, le stade de Leeds qui va être jusqu'à la fin de la saison va être renommé le Marcelo Bielsa bar. Et il y a même une rue qui va être renommée aussi. Je pense que ça peut donner aussi une idée de comment il a réussi au club à Leeds. Voilà. Et on reste toujours à Leeds, puisque le remplaçant de Marcelo Bielsa est déjà connu, c'est Jesse Marsch. Après, il a déballé ses cartons le 1er mars, l'ancien entraîneur de Leipzig va tenter de faire mieux que dans la firme, dans la filiale allemande du Taureau ailé. Alors, est-ce que c'est un bon choix déjà de la part du board de Leeds ?
Pour moi, oui, c'est dans la continuité de leur projet, surtout dans le développement de jeunes joueurs. C'est comme Marcelo Bielsa. Jesse Marsch, il a été déjà à New York, il était à Leipzig en tant qu'adjoint, il était à Salzbourg, il était à Leipzig en tant qu'entraîneur principal. Il a formé pas mal de jeunes joueurs comme Erling Haaland, Wang, qui a actuellement à Wolverhampton, Nkunku, où il a éclos depuis ce début de saison-là grâce à Jesse Marsch. Donc franchement, c'est une très bonne pioche des Peacocks. Il est dans la continuité. Jesse Marsch est dans la continuité de Bielsa, j'arrive pas à trouver les mots, dans le développement des jeunes joueurs. C'est l'émotion. On s'attendait à ce que Bielsa parte, mais le voir vraiment, ça nous... C'est triste. Ouais. C'est un entraîneur qui a des idées, mais aussi qui a travaillé du coup avec une méthode, la méthode Red Bull, où tu joues quasiment avec les mêmes systèmes, avec la même manière de créer ton effectif et de développer ton club. C'est pas plus mal pour Leeds de retrouver un entraîneur comme ça, et lui aussi, ça lui fait un bon point de chute parce que c'est un club qui, avec une structure, en tout cas dans le fond de jeu, qui travaille de la même manière depuis 3 ans et demi, lui peut aussi apporter quelque chose pour sauver le club d'une possible relégation. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, il y avait certaines rumeurs qui parlaient de Sam Allardyce au chevet des Peacocks. Voilà, après, si on revient toujours sur les mêmes idées, même c'est pas spécialement qu'en Angleterre, mais un peu partout, là au moins tu vas chercher un entraîneur jeune qui a quand même prouvé des choses à Leipzig, même si ça s'est mal passé sur la fin. Là, pour moi, c'est une bonne idée, et par rapport à ce qu'il y avait sur le marché, c'est pas non plus déconnant. Non, c'est sûr, c'était un des meilleurs coachs, en tout cas, pour accepter cette mission sauvetage. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'acceptent maintenant, en espérant que la marche ne soit pas trop haute. Oh, pas mal. Ouais, je note mes blagues. On voit pas, mais il y a mes fiches. Et on préférait limite un 8e film Resident Evil. Oui, parce qu'il y en a eu 7. Et un 8e en préparation. C'est dur. Tellement cette idée est aussi merdique que les scénarios de l'adaptation cinématographique du jeu éponyme. Oui, la Super League va bel et bien être de retour d'après le grand ponte des Charlots, André Agnelli. Alors, d'après des documents envoyés à l'Union Européenne, il n'y aurait plus de membres permanents. Autre point, il y aurait 2 poules de 20 clubs avec des montées et des descentes, sachant qu'il y a la réforme aussi de la Ligue des Champions qui pointe le bout de son nez en 2024. Avec, je le rappelle, parce que ça c'est pas évident à savoir, mais il y a plus de phase de poule. Il y aura 36 clubs au lieu de 32 et chaque équipe jouera 10 matchs jouera 10 matchs et non plus 6 pour cette phase de poule. Donc voilà. Comment donner envie au trio de l'enfer d'arrêter de les conneries? Quand je parle de trio de l'enfer, je parle bien sûr de Agnelli, Juventus, Barcelone, Madrid. Ils ont encore, ils essaient, en tout cas, ils pensent. Je crois que c'est Agnelli qui disait qu'il y a besoin d'une réforme, en tout cas du football européen. Je suis pas spécialement d'accord. Du moins, peut-être, mais pas sous cette forme-là comme eux l'imaginent. Eux, ils veulent une réforme du football européen pour gagner plus d'argent et que pour les gros puissent eux amasser plus de sous. En tout cas, les gros clubs quand ils sont à leur top. Donc là, on parle de la Juve, qui n'est pas forcément bien financièrement, du Real Madrid qui n'est pas forcément non plus au top, et du Barça qui a vraiment des dettes, je crois qu'il y a 1 milliard. 1,5 milliard. 1,5 milliard, donc moi, mon prêt, c'est pareil, j'ai 1,5 milliard à rembourser. Donc, sur 125 ans. Et, voilà, donc non, c'est pas une très bonne idée, même je trouve la réforme de Ligue des Champions... Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce qui est rare est cher, et donc plus tu vas jouer de matchs avec des gros enjeux, plus en fait tu vas habituer le spectateur à voir jouer les mêmes clubs, moins tu vas plus t'ennuyer en fait devant ta télé. Je pense que c'est pas le meilleur. Il y a 2 questions. Il y a la question comment réformer le football européen, et aussi comment faire que les gens aient envie de regarder du foot. Et je suis pas sûr que les deux les 2 manières pour y arriver soient compatibles. Oui, non, d'ailleurs, puisque cette fois-ci, les dirigeants de la Super League, enfin, les 3 dirigeants restants, même si apparemment il y a encore 11 clubs, parce que le 12e qui devait être l'Inter Milan a décidé de payer, apparemment c'est environ 100 millions d'euros pour se retirer totalement du projet. Donc les dirigeants de la Super League ont donner à l'Union Européenne leur fiche de route, parce qu'on savait que quand la Super League est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu aussi, même si les dirigeants de foot, les supporters et les joueurs se sont offusqués, il y a eu aussi des dirigeants comme Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a récupéré la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Et ils ont dit, puisque je reviens sur le fait, ce qui est rare et cher, c'est qu'ils parlent en effet sur les 10 points au sommaire dont ils parlent. Le 6e, c'est un manque de rencontres avec une grande qualité. Bon. Accessoirement, je pense pas qu'Agnelli doit regarder les matchs de son équipe parce que ça rime pas beaucoup avec grande qualité.
Mais bon, ça c'est. Oui, après, là où il parle de qualité, c'est de stars en tout cas. C'est là où c'est plus tu mets de stars sur le terrain, plus tu donnes en tout cas envie aux gens de regarder. Le problème, c'est si les stars sont pas bonnes et que tu vois justement toujours les mêmes matchs. Franchement, de voir 6 fois Real Barça par an. M'intéresse pas perso. Ou je suis pas sûr que ça intéresse grand. Ça va intéresser ceux qui sont pas hyper fans de foot. Sur le début, quoi. Peut-être que ça peut intéresser sur le début, sur les 2-3 ans. Oui, mais encore une fois, tu vas viser ceux qui sont pas spécialement aficionados de football. Tu vas chercher des gens qui aiment le sport, qui ah ouais, Barça Real ce week-end dimanche à 16h, bah je vais regarder ça. Et si t'as chaque fois les mêmes rencontres, il y a un peu le même problème en NBA où tu vois 82 matchs par an, c'est long. Si tu rajoutes en plus 10 matchs là européens avec le calendrier qui est déjà bien dense, je trouve que ça fait très très lourd. Et toi, Samy? Franchement, quand j'ai vu cette info-là, je pensais à une fake news. Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. Les dirigeants, ils pensent vraiment pas à la santé des joueurs, puisqu'ils vont augmenter le nombre de matchs. Ils pensent uniquement à se remplir les poches. Je trouve ça vraiment scandaleux. À part Arsenal qui a compris la leçon, qui s'est retiré, l'Inter récemment qui s'est retiré. Mais j'espère très sincèrement que ce projet-là ne verra pas le jour parce que moi, personnellement, en tant que fan de foot, c'est pas le football que j'aime. Tu disais du coup que ça ouvrait à 20 clubs là pour cette. Apparemment, ce serait même quasiment une quarantaine de clubs. Ah, une quarantaine, d'accord. Une quarantaine avec division 1, division 2, des montées, des descentes. Bref, ça ressemble quand même méchamment à la Champions League. Quoi. Oui, mais encore une fois, il faut que tu puisses sortir de cette Super League. Si le dernier de la dernière division puisse sortir et être remplacé par d'autres clubs. Là, tu fais vraiment. C'est une ligue ce serait une ligue fermée ou semi-fermée. Et c'est leur objectif. Mais le problème, c'est que c'est pas le football. Exactement. Hein, sachant que Alexander Seferin a déjà dit que même s'il y avait de nouveau ce projet, il virait les clubs, en tout cas les clubs qui veulent participer seraient virés de l'UEFA et ne participeraient aussi bien à aucune rencontre de Ligue des Champions que peut-être les championnats nationaux aussi et les rencontres internationales aussi parce que mine de rien, un joueur il a envie de jouer au foot et il a envie de représenter son pays, c'est cela aussi qui fait sa plus grande valeur marchande. Et évidemment la dernière news ce serait un peu ne pas l'évoquer, ce serait on va dire faire abstraction de ce qui se passe actuellement. Donc suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la FIFA et l'UEFA ont décidé conjointement de disqualifier la Sbornaïa admirez mon accent russe, de la Coupe du Monde 2022 et le Spartak Moscou des finales de la Coupe de l'UEFA, enfin l'Europa League. Preuve que j'étais né avant. Par ailleurs, le club de Krasnodar a décidé de suspendre tous les contrats de ses joueurs étrangers, dont Rémi Cabella, qui est actuellement en train de soigner une blessure en Corse. Voilà. Alors, petit débat quand même, ça aurait pu être le débat. S'il n'y avait pas eu la Champions League, je crois que j'aurais fait le débat là-dessus. Même si le sport ne doit pas rester neutre, est-ce que là, on n'en fait pas trop? Est-ce que priver les athlètes de compétition sportive, c'est pas aller trop loin par rapport qu'ils sont ils sont pas responsables de ce que fait leur président de la République? Clairement, parce qu'on ne devrait pas mêler le football et la géopolitique. C'est deux choses complètement différentes. Les joueurs n'ont vraiment rien à voir avec toute cette entre guillemets, toute cette merde, si je peux le dire. Donc, il n'y a pas de guillemets à dire, malheureusement. Cette merde. Franchement, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre cette décision. Je suis plus qu'étonné. Moi, je suis pas forcément étonné. Alors, pour les joueurs, c'est vrai que les joueurs, du coup, sont un dommage collatéral, mais je trouve que tu attaques en fait des institutions russes, pour le coup. Et tu le vois, quasiment tous les sports, que ce soit au basket, enfin tous les sports collectifs en tout cas. Parce que les JO, c'est ce qui se passe aussi. Les JO, c'est ce qui se passe, les Jeux paralympiques de Pékin qui ont commencé là vendredi. Les athlètes russes, il n'y a pas de délégation russe. Ni biélorusse. Ni biélorusse, c'est vrai. Mais par exemple, au tennis, c'est de l'individuel et tu as le droit quand même de concourir et de jouer sous pavillon russe. Moi, je comprends en fait dans le sens où tu attaques l'institution, le club, mais les joueurs, ils sont licenciés dans un club là, ils vont pouvoir bouger. C'est le championnat russe, c'est la Russie là que tu attaques. Moi, je comprends en fait que tu puisses les sanctionner et leur dire bah voilà, c'est comme si la Russie attaque un pays européen. Tu peux dire que tu ne veux pas revenir jouer dans des compétitions européennes. Pour moi, ça prend tout le sens. Prends l'exemple du Spartak qui a été viré de l'Europa League. Non, mais c'est des décisions. Tu fais des efforts, tu élimines Leipzig au tour précédent pour au final te faire sauter. Voilà, mais c'est pas la faute du club. C'est un travail pour un accomplissement personnel et ça ne représente pas le pays, même si on sait que le Spartak, c'est non, mais
Là, la situation est tellement exceptionnelle, tu fais des sanctions que tu peux donner, et l'UEFA fait ce qu'elle peut, hein, comme la FIFA retire la Russie d'une la FIFA, dont l'ancien président avait quand même déclaré que Vladimir Poutine méritait le prix Nobel de la paix. Après, ils sont... Non, le prix Nobel seulement. Voilà, Blatter avait dit le prix Nobel pour Poutine. Ça montre le niveau de cet homme. Mais c'est aussi une question, c'est que comment dire... on le voit bien avec le Qatar, le sport peut servir de soft power. Est-ce que aussi c'est pas une manière d'attaquer la Russie en disant on sait très bien ce que tu fais avec le sport, donc on te coupe maintenant, comme ça tu vas être obligé de régler les problèmes que tu engendres. Après il y a quelque chose aussi que tu peux mettre en place, c'est tu peux faire jouer les clubs mais les délocaliser, ce qui avait... Comment ? À Donetsk. Exactement. Mais par exemple, ce qui est imaginé par exemple pour le basket, ou à la limite pour les Jeux Olympiques aussi, où c'était plus la Russie qui faisait les compétitions, pardon, ouais, c'est ça, c'est le comité olympique russe, ça reste quand même des athlètes russes, mais qui sont choisis parce qu'il y avait des problèmes de dopage. Oui. À la limite, tu aurais pu faire ça, délocaliser ou ne pas jouer sous pavillon russe. Je pense que ça aurait peut-être été une solution à mi-chemin pour les deux. C'est ce qui devait se passer d'ailleurs à la base, c'est que il y avait plus la Russie ne devait plus jouer en Russie, ne portait plus devait plus porter le badge russe. D'ailleurs, Adidas a rompu son contrat avec la Fédé russe. Avec la Fédé russe. Et pas d'hymne aussi nationaux. Quand on sait quand même, c'est quand même quelque chose d'important quand tu as une rencontre. Ouais, après c'était au tout début de la crise et les événements n'étaient pas aussi graves que ce qu'ils ne le sont maintenant. Et là, au moins, faut taper du poing sur la table de la manière que tu peux. Ça veut dire que tu aurais proposé à des équipes russes de jouer un match à Donetsk, en Ukraine? Non, jouer, je sais pas, en Suède ou en Suisse, très bien, voilà. Pas dans leur stade, pas dans leur ville. Voilà. Ça aurait peut-être été le plus simple, enfin peut-être à mi-chemin entre les deux, le compromis. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas de compromis forcément à faire vu la situation. Ouais, non, mais vis-à-vis des joueurs, je te rejoins là-dessus complètement que eux perdent une saison, certains perdent un contrat, derrière tu peux avoir une carrière qui peut décliner parce que tu as manqué ta saison, tu t'es blessé, bref, et derrière tu déclines, tu rejoueras plus forcément à ce niveau-là. L'équipe de Krasnodar qui a viré 8 joueurs, donc Kabela, il y avait des Russes? Non, c'est que les joueurs étrangers. Non, c'est que les joueurs étrangers. Sauf Krikoviak. Mais parce qu'il est déjà en instance de ce départ, je crois, c'est pour ça. D'accord. Okay. Mais c'est pas... Voilà, alors, les contrats sont suspendus, mais on ne sait pas encore si ça va venir avec une résiliation des contrats. Mais c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, voilà. Non, c'était intéressant parce que si on devait poser la question, c'est vrai que moi je vois plutôt, on va dire, l'athlète qui joue pour lui-même, même si on sait très bien qu'on voit avec Artem Dzoubia qui a bien dit qu'il était très fier d'être russe. Et il a publié un message qui n'est pas, on va dire, très... on ne sait pas s'il condamne l'invasion ukrainienne ou... si tu sais pas, c'est que c'est qu'il y a un truc qui est caché. Comme dirait Martine Aubry, quand c'est flou, quand il y a un loup... Non, quand il y a un loup, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. C'était dur. C'était dur. Parce que là, pour sortir des vannes du PS, très dur. Bon, en tout cas, voilà. Tout ce qu'on souhaite, c'est bien sûr que cette situation s'arrange très vite. Parce que bon, on parle quand même d'une puissance qui a l'arme nucléaire. Donc voilà. Et le football cherche la paix, en espérant que le sport arrive à régler tout ça. En tout cas, c'est donc la fin de ces news, dans l'espoir vraiment. Et on va donc passer aux news extraordinaires. Les news extraordinaires, et donc je n'ai pas Lorenzo pour me lancer, je vais donc me lancer moi-même. Donc c'est ce qui va donner ce petit passage malaisant. Je suis la vengeance, celle des oubliés face aux nantis, je suis news extraordinaire man. Mais je ne suis pas milliardaire et je ne porte pas de costume. Bref, je suis un tocard et c'est pour ça que je vais vous présenter mes 3 nouvelles extraordinaires. Je sais que je fais une erreur en ne regardant pas les Peaky Blinders, mais au moins je sais une chose, ils viennent de Birmingham. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà bien. C'est déjà bien.
Pour leur lancement de leur dernière saison, le club de la ville a décidé de se joindre à la promotion de la série portée par Cillian Murphy. Ce samedi, ils changeront momentanément de nom et retrouveront leur nom originel, la Small East Alliance, tout simplement parce qu'à l'époque, les Blues se nommaient ainsi, puisque c'est censé se dérouler fin 18e siècle et que fin 19e siècle Fin 19e. et que le nom de Birmingham City ne date que de 1905. On en apprend des choses. De ouf. Père Castor. Merci, c'est ça la news extraordinaire. Mais j'ai pas fini, parce que si Oscar Rijmark avait réussi sa première dans le championnat danois en tant qu'entraîneur, news extraordinaire de la dernière fois, je fais des petits rajouts comme ça, Jack Wilshere n'a pas eu la même chance en tant que joueur. Nouveau sociétaire de l'AGF Aarhus, l'ancien Wonderkid d'Arsenal a porté les couleurs de sa nouvelle équipe en entrant à la 89e minute contre Vejle. Excusez-moi. Un bilan génial, un terrain immonde, une panne de projecteur avant de rentrer sur les prés et surtout une défaite 1-0 après 16 minutes de temps additionnel puisqu'ils n'avaient pas coupé le chrono après la panne. Bref, même moi j'ai pas été aussi naze lors de la première fois. J'ai hésité, finalement je me suis dit que je t'ai lancé. Et le 27 janvier, Sébastien Abreu débarquait en Bolivie en tant qu'entraîneur d'Always Ready. Un nouveau défi après être passé sur le banc de Santa Tecla et Boston River, où il n'est resté que quelques mois à chaque fois. Eh bien, rebelote. Il vient d'être démis de ses fonctions le 1er mars avec un bilan plutôt terrible. 4 matchs, absent 2 fois pour raison personnelle, même si là je rajoute un petit bémol. Vraisemblablement, c'est son fils qui devait subir des opérations chirurgicales, donc c'est normal. Une victoire et une défaite. Alors, son président en a eu marre et le coup près est donc tombé. Et ben avec 3 matchs en à peine 2 ans, El Loco est bien parti pour faire autant de clubs en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur. Oh, en plus, il a fait 46 clubs. Lui. Ouais, c'est un truc comme ça. Il a quasiment joué sur tous les continents, sauf peut-être l'Océanie, j'ai un doute. Mais en tout cas, il en a fait beaucoup, voire beaucoup trop. Un peu trop, ouais. C'est un peu trop. En tout cas, voilà, c'est la fin de ces news extraordinaires. On va donc passer au top et au flop. Qui dit match dit forcément performance majestueuse comme prestation catastrophique. C'est la raison de l'existence de cette rubrique. Afin de garder le meilleur pour la fin, commençons par les tops. Et toi, Flavien, qui va nous parler d'un homme qui n'a pas joué depuis le 23 janvier dernier. On parle du flop, du coup, pas des tops. Bah oui, commençons Oui, par mais les flops. tu as dit top, mais c'est pas grave. Depuis le 23 janvier, c'est évidemment Sergio Ramos qui a eu des offres venant des États-Unis, qui, je crois, a couru aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Non, c'est vraiment en plus. C'est effectivement. J'ai vu Leonardo en parler du cas. Il en parlait dans l'équipe cette semaine en disant qu'il disait que c'était pas encore un flop. Je suis désolé, monsieur Leonardo, on est sur un complet flop parce qu'il n'a joué 3 matchs, 4 matchs, pas plus de 5 en tout cas. Pour moi, c'était 5-6. Voilà, bon, pas mais plus. toujours, mais toujours aucun en Ligue des Champions, si je me trompe. Aucun en Ligue des Champions. Il espérait jouer contre le Real. Il a marqué un but. Et il a marqué un but. Mais Il a eu un carton rouge. Ouais, ça fait vraiment pas beaucoup dans le dossier, non. Et puis il espérait jouer contre le Real mercredi. Je pense qu'il commence à peiner à courir le vendredi. J'attends le tweet du Parisien pour m'annoncer que ce sera mort. Voilà, il pensait en tout cas, le Paris Saint-Germain en tout cas en juin pensait qu'avec son mollet ça irait et qu'il était en pleine forme. C'est pas le cas. Ils ont, je pense, découvert aussi un peu ça au fil de l'été et vu qu'ils se sont peut-être sûrement fait arnaquer sur le deal. Il a des offres venant de MLS qui seraient plutôt intéressés, comme Neymar d'ailleurs qui disait vouloir partir aux États-Unis après le PSG. L'année qui va passer là au Paris Saint-Germain, on peut déjà rayer un cran dessus, surtout si le PSG par exemple sort contre le Real mercredi. Son recrutement aura servi à rien et pour l'instant, de toute manière, il a servi à rien même si le PSG passe. Donc voilà un petit peu sur Sergio Ramos. C'est bien résumé, je trouve. Oui. C'est bien résumé. Merci. je t'en prie. Et Samy, pourtant, toi qui es adorateur de l'OM, tu as décidé de tirer dessus, sur le club phocéen. Ouais, parce que Marseille, même s'ils se sont qualifiés contre Karabakh, 3 jours après, ils ont joué contre 3, ils ont été catastrophiques au niveau du jeu. Sampaoli qui n'a pas fait de turnover, qui a gardé quasiment le même 11 de départ. Franchement, il n'y a pas de fond de jeu, c'est limite si on se fait chier, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En plus, Sampaoli, il a
plus trop. Il fait plus l'unanimité au sein du vestiaire, notamment avec sa brouille entre guillemets avec Milik. D'accord. Donc ouais, franchement, Marseille en championnat, c'est plutôt au ralenti. D'accord. Pourtant, la deuxième place a été conservée malgré ce match nul. Hein. Ils peuvent se la faire sauter ce week-end. Oui. L'OM joue contre qui ce week-end? Monaco. Et Nice contre le PSG. Ça peut, ils peuvent encore la garder aussi. Hein. Après, il y a de fortes chances pour que ce soit là. Il reste du temps aussi pour se relancer, pour relancer une dynamique. Hein. Là, c'est sur c'est un peu moins bien. Si en Coupe d'Europe, tu arrives quand même à produire des choses intéressantes derrière, tu peux quand même espérer que ton équipe, je sais pas, que le moral du groupe en tout cas retrouve quelque chose. Effectivement, le fond de jeu, c'est ça qui est pour l'instant problématique avec Sampaoli, parce que quand tu viens le chercher, tu viens de dire aussi qu'il va t'amener une patte. La patte Sampaoli, c'est pas forcément le cas en ce moment. C'était le cas au début en tout cas. La patte, elle a duré 3-4 mois. Et en plus, n'étant pas supporter de l'OM, est-ce que cette égalisation vers la 90e minute, tu l'as pas vu arriver gros comme une maison? Si. Ah si, clairement. Marseille qui n'a pas joué du tout dans le match. Déjà, le but, c'était sur un penalty qui était franchement, honnêtement, discutable. Mais bien tiré. Bien tiré par Payet. Ah, ça c'est sûr. Ah, oui, par Payet. Magnifique, franchement. Rami qui s'est permis de remettre la cheville de Guendouzi. pour moi, il y avait faute. Mais franchement, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien. On se fait chier. Je suis supporter de l'OM. Honnêtement, je me suis fait chier dimanche. Alors que normalement, Sampaoli est venu pour redonner un peu l'envie aux Marseillais. Après, il sait ce que c'est qu'un turnover ou... Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais il faudrait regarder quand il entraînait par exemple Séville ou l'Argentine. L'Argentine, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de turnover d'ailleurs. Après, le problème, c'est le fond de l'équipe. Hein. L'Argentine, alors je sais pas, l'OM, je connais pas trop plus trop l'effectif maintenant, mais l'Argentine, le problème, c'était la qualité du groupe qui était. Enfin, t'avais pas un 11 déjà. Déjà les latéraux en Argentine. Ouais, il y avait Tagliafico et j'ai vu. Et c'était déjà pas trop mauvais Tagliafico pour le coup. Hein. Mais il y avait Acuna aussi, mais un peu déçu. Ils avaient mis du temps à trouver vraiment un groupe intéressant, et puis qui s'était fait battre par l'équipe de France d'ailleurs en 2018. Donc, Mais le problème, c'est qu'à Marseille, il a le 11, mais il ne le fait pas assez tourner. Oui, mais si tu as le 11, le problème, c'est qu'il faut avoir 15 joueurs de bon niveau pour pouvoir faire tourner un peu ton équipe. C'est vrai, peut-être qu'il manque un joueur qui sorte comme un Bamba Dieng, un peu de nulle part, du centre de formation. Qu'on arrête de me parler de lui, par contre. Bon, on va pas en parler. Bon, alors on va passer directement au top. Donc Flavien, tu vas reprendre. tu vas reprendre. Hein. En plus, ouais, un top. Je sais pas si on l'a. Je pense qu'on l'a peut-être dit cette année, mais bon, ça mérite d'être un peu plus évoqué. Tu vas nous parler des futurs finalistes de la Coupe de France. Une équipe qui a. Les Canaries gazouilles. Qui a un peu plus d'un an, il y a un an, était 18e, a joué un barrage face à Toulouse. Sachant qu'ils ont gagné de manière un peu illicite sur. L'arbitrage n'a pas été ouf. Après, comme souvent, le 18, celui qui probablement peut descendre de Ligue 1 gagne, il reste souvent en Ligue 1. Mais donc une équipe qui était au bord de la descente et qui aujourd'hui se retrouve 7ème de Ligue 1, si je te dis pas de bêtises, et qui, je l'avais noté tout à l'heure, et du coup tu le dis, finaliste en Coupe de France, qui s'est qualifié cette semaine en gagnant 2-0. Plutôt belle victoire, c'est très sympa l'image de... Non, c'est au pénalty. Au pénalty, pardon, ouais. C'est 2-0 Nice, je confonds. Au pénalty, avec l'envahissement de terrain, très belle image, qui redore un peu, je l'ai vu la photo, et qui redore peut-être un peu l'image de la Coupe de France, d'une compétition où on va pas tout... Il la joue comme il faut la jouer, je pense. Et puis on le disait, 7ème de Ligue 1, une équipe qui propose du jeu, comme Boiré qui propose du jeu, ça arrive de temps en temps avec certaines équipes. C'est arrivé avec Valenciennes, par exemple. C'est arrivé avec Valenciennes, c'est arrivé avec le PSG quand il y était, c'est arrivé un peu avec Guingamp à un moment, un tout petit peu en tout cas, mais celui c'est soit du très bon, soit du très mauvais. Pour l'instant c'est du plutôt très bon. Très bon, ouais. Et aujourd'hui, regardez Nantes en tout cas, c'est plutôt sympa. Il y a des joueurs qui reviennent un peu sur le devant de la scène, Ludovic Blas notamment, qui après s'être fait les croisés revient avec un très très bon niveau. Il y a des jeunes intéressants. Moi, le problème, c'est que Colomani a été transféré à Francfort en fin de saison. C'est bien dommage. Ouais, c'est ce que j'avais noté. Ça sera peut-être l'occasion, on va dire, de Randal Colomani de partir sur un trophée avec la finale de la Coupe de France. Exact. Alors, c'est le 7 mai, ça a été confirmé. Ah, c'est le 7 mai, d'accord. C'est le 7 mai. Okay. Le 7 ou 8 mai. C'est le 8 de base, mais peut-être qu'ils voulaient décaler. D'accord, c'était pas l'état de rumeur, c'était... c'est toujours l'état de rumeur, il me semble, mais en tout cas, voilà, plutôt agréablement surpris du FC Nantes, évidemment, qu'on avait aussi contre
le Paris Saint-Germain qui a fait un excellent match. Et je pense que là, ils sont sur une pente ascendante assez belle et qui est une équipe, en tout cas, si tu sais pas quoi regarder ton week-end, tu peux regarder le FC Nantes comme ce pouvait l'être avec Lens il n'y a pas longtemps. Et dire qu'il y a un an, le FC Nantes a été coaché par un crack. Ouais, ça c'est sûr. J'espère qu'on ne le reverra jamais plus. Et lui, il peut dire clairement... Raymond Domenech, qu'il a sauvé Nantes. Il a sauvé Nantes. D'après ses mots, il a sauvé Nantes. Comme quoi, la mauvaise foi ne tue pas. Dire qu'il voulait faire venir Maradona alors qu'il était mort. Mais oui, c'est vrai. Comme quoi, il est oui, aussi à la pointe de l'actualité que... Un crack. De l'actualité que sur... Lui, il va regarder Russie-Ukraine demain. Ouais, ça va être beau. Et Samy, vu que tu avais la parole, je vais te lancer sur... Oui, toi, le supporter du Real. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Tu me balances un flop, l'OM, tu me balances un top, Barcelone. Ah, j'étais malade. Oui, bah c'est exactement ma réaction quand je suis. Je me suis dit quand j'étais en train de préparer l'émission, qu'est-ce qui nous arrive, Samy? Qui l'eût cru que Barça serait parmi les tops cette saison? Et 4e actuellement. 4e, ouais. Depuis un mois, surtout son match face à l'Atlético, il y a un nouveau Barça, surtout avec la patte Xavi qui commence à prendre effet, avec un Dama Traoré avec ses qualités de percussion incroyables, Aubameyang qui plante, Pedri qui ne finit plus de régaler. Enfin, tout est réuni pour que le Barça finisse cette saison en trombe. Donc franchement... très étonné, agréablement étonné, même si je suis un supporter du Real. Parce invaincu en 2022 en Liga, le Barça. Ouais, invaincu. Franchement, alors qu'en début de saison, ils étaient 13e. Oui, ça doit être... Bravo, franchement bravo. J'ai qu'une chose à dire, c'est bravo Barça. Ouais, surtout qu'on se disait que peut-être Xavi arrivait un peu trop tôt, parce qu'au Qatar, à Al-Sadd, ça s'était plutôt bien passé, qu'il avait il avait réussi même à mettre une patte barcelonaise, on va dire, sur cette équipe qatarienne. Et là, finalement, alors que le Barça, ils avaient... Bon, normalement, ils sont censés avoir aucune thune et ils sortent quand même des transferts à 55 millions d'euros pour Ferran Torres. Et c'est incroyable, parce que tu as vu l'interview de Koeman, ce qu'il a dit? Ah non. Il a dit que Laporta lui avait confié, juste avant qu'il saute, que jamais il recruterait Xavi. D'accord. Ouais, c'était... Un club de confiance. Encore un qui devait être 13e choix sur la liste. Bon, en espérant qu'ils ne prennent pas une indemnité de 20 millions d'euros et qu'ils partent ensuite faire du golf. Ouais, c'est... Bon, apparemment, Xavi partirait plutôt dans le golf que faire du golf. Oui. Laurent Blanc fait les deux. Hein. Non, il a été sauté. Là, je sais qu'il a été viré. C'est bien. Non, je sais. Il a fait les deux. Il a fait du golf dans le golf. Mais il a perdu ses 22 millions. Ah ouais? Il a eu le temps de bien... Ah oui, c'est sûr qu'en 5 ans, il a eu le temps de les perdre, oui, c'est sûr. Oui. J'espère pour lui. J'espère qu'il les a bien investis, en tout cas. En tout cas, c'est la fin de ces tops et ces flops, et on va passer au débat, où on va bien sûr parler de la Coupe d'Europe qui se profile mardi, mercredi et jeudi prochain. Yes. Allez, après une semaine de répit, les Coupes d'Europe refont surface et elle reprend ses droits dès mardi avec le premier huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Petit rappel des pronos parce que c'est toujours bien. Là, c'est le moment où il faut mettre la cam sur Samy parce que. Alors Samy. Quoi donc tu disais. Ouais, non mais je rappelle juste les pronos de Samy d'il y a 2 semaines. Il nous avait dit que Salzbourg allait se faire allègrement poutrer et que le Sporting Lisbonne tiendra la dragée haute à City. C'est pour ça que le premier match que je vais évoquer, c'est donc Bayern Salzbourg, le retour, sachant qu'il y a eu 1-1 au match aller avec Junior Adamou qui a même ouvert le score à la 21e. Et heureusement que Kingsley Coman a égalisé à la 90e parce que sinon, les Bavarois ont pris la foudre d'Adeyemi et de Okafor jusqu'à la blessure du Suisse. Qu'est-ce qu'on peut attendre quand même finalement de ce match? Est-ce que le Bayern va passer? Il va pas passer? Ce sera la première surprise? Les pénaltys? Je t'en prie, Flavien. Je pense pas qu'il y aura une surprise. Je pense simplement que le Bayern n'est pas forcément dans la meilleure forme actuelle. Ils ont eu un gros trou où ils ont perdu 4-2 contre Bochum. Exactement. Après, ils ont remis un 4-1 à Grossefourt. Oui, après, ils sont remis dans le droit chemin. Mais le problème pour le Bayern, c'est le 4-2. C'est pas forcément le 4-1. Le 4-1, on va dire que c'est une journée de plus au bureau. Alors que le 4-2, défaite contre Bochum, fait mal. Parce que combien il y a 3-4-0
Il y a eu 3-0, je crois. 3-0, donc ils étaient vraiment, enfin, c'est juste qu'ils ont été loin. Ils sont pas revenus au score. Loin du début à la fin. Et ce Bayern, en tout cas, est pas forcément en tip-top confiance. Heureusement qu'il y a Kingsley Coman contre Salzbourg pour égaliser en fin de match. Après, il n'y a pas les buts à l'extérieur. Le Bayern à domicile. Bon, normalement, pour moi, il n'y a pas trop de problème. Ils ont quand même fait un gros match contre l'Eintracht Francfurt dimanche. Pour moi, il y a trop de qualité. Il y a trop de qualité pour sortir face à ce Salzbourg-là. Gros match de Kevin Trapp d'ailleurs. Wow. Ah ouais, non, franchement, il avait tenu la baraque. Il est encore sous contrôle PSG. non, comme ça. Non, moi je pense que le Bayern va se qualifier, pas forcément facilement, mais en tout cas, Salzbourg va proposer un beau visage comme ils l'ont proposé à l'aller. Ça, je suis pas trop inquiet, mais je pense que le Bayern il y aura pas trop de surprises et que le Bayern sera en quart de finale. Est-ce que l'homme du match quand même de la première rencontre, Mohamed Camara, va encore marcher sur la paire Kimmich-Tolisso? Ah non, Bayern c'est quand même supérieur. Hein. Je pense que Bayern va passer assez tranquillement face à Salzbourg. J'ai hâte de faire ça. Voilà, Salzbourg vient de passer. Bravo. C'est pour être la voie royale. Bon, j'avoue, je crois que j'avais donné 2-0 pour le Bayern. Si tu veux juste le temps des pronostics, je me barre. Et je reviens juste après. Bon, donc pour toi quand même le Bayern passe tranquillement. Allez. Après, c'est un match à domicile pour le Bayern, hein, c'est déjà beaucoup plus facile. Et puis cette équipe, vraiment, je trouve, a trop de qualité sur trop de postes. Enfin, quand tu as les meilleurs joueurs, généralement, tu es le favori. Et puis le Bayern, quand ils sont favoris, généralement, part pas trop pied. Quoi. Bon, en tout cas, ils ont un savoureux match samedi à 15h30 contre Leverkusen. Donc, il faudra quand même pas. Un bel échauffement. Un bel échauffement. Ni perdre. Ni se fatiguer, ni perdre des joueurs, bien sûr, on sait jamais. Bizarrement, les clubs qui vont jouer cette semaine en Champions League, ils auront un bel échauffement. C'est vrai qu'on prend. On va en parler plus tard, mais c'est vrai que le PSG qui va à Nice, le Bayern qui va à Leverkusen, Manchester City, Manchester United. Non, c'est vrai que là, actuellement, le calendrier n'est pas très. n'est pas en leur faveur. Et tiens, en parlant de... Seule peut-être d'ailleurs équipe qui a le calendrier en sa faveur, puisque hier soir, comme on a enregistré vendredi, donc je n'ai pas le score, l'Inter a joué contre Salernitana, donc la lanterne rouge de Serie A, et ils vont devoir se déplacer sur le terrain de Liverpool, qui est en train de véritablement... relancer le débat sur le titre en Première Ligue, vient de remporter la Carabao Cup, s'est qualifié plutôt tranquillement contre Norwich en FA Cup. Et surtout l'Inter qui n'est pas trop dans une bonne dynamique. Et l'Inter qui n'a, hormis le match contre Salernitana, où malheureusement j'ai pas ma boule de cristal, n'a pas marqué depuis 4 rencontres. J'ai l'impression que le dernier mauvais match entre guillemets de Liverpool, c'est contre l'Inter. Oui. Et c'était un match qu'ils ont remporté 2-0. Oui. Donc, dans le dernier quart d'heure. Voilà. Alors, ils l'avaient remporté sur des points importants. C'est des coups de pied arrêtés en Ligue des Champions, ça paye. Hein, si t'es bon ou que t'es mauvais d'ailleurs sur coup de pied arrêté, ça fera la différence souvent d'un côté ou de l'autre. Voilà, Liverpool, quand t'as des joueurs de cette qualité-là sur ce secteur de jeu, c'est clair que tu donnes en tout cas un avantage. Et l'Inter, c'était un peu sabordé du coup en fait, parce qu'il vraiment fait une belle partie toute la rencontre, sauf que tu mets pas un but, et comme tu le dis, c'est la panne sèche devant, et là il faudra obligatoirement marquer 2 à 3 buts. Inzaghi va arriver complètement défaitiste, ou il peut se dire que grâce à la règle des buts à l'extérieur qui n'existe plus, il peut faire un exploit à Anfield Road? L'exploit à Anfield, j'y crois moyennement, franchement. L'Inter qui n'est pas dans une bonne dynamique, Liverpool qui est tout le contraire, qui vient de gagner la Carabao Cup, qui est dans une très bonne dynamique, qui peut titiller City en championnat. Il y a 3 points maintenant. Ça a 3 points. Hein. Et il y a un Liverpool City qui arrive dans pas trop longtemps. C'est au mois d'avril, ça. Mais en tout cas, j'avais regardé après le match contre Leeds qu'ils avaient en retard. Il est En tout cas, il se joue, et donc Liverpool a la possibilité en tout cas de rattraper. Donc je dirais une qualification assez tranquille de Liverpool. Bon. Surtout que Liverpool fait aussi tourner pas mal, là, sur les quelques matchs, pas mal de jeunes qui regarde, Minamino a planté un doublé contre Norwich cette semaine. Harvey Elliott aussi qui est très intéressant. Voilà. Curtis Jones, j'ai bien aimé contre Leeds aussi. Des joueurs qui, un an, soit étaient au placard, soit n'existaient pas pour Liverpool. Curtis Jones, il jouait avant. Enfin, assez souvent. Et Harvey Elliott, par contre, en début de saison, il s'était fait démettre la cheville, et il revient bien quand même, le jeune crack anglais. Qualification Liverpool, tranquille. Un nouveau 2-0 ou pas? 1-0. 1-0. 3-1. Bon. Donc il voit l'Inter marquer. Vous voulez... C'est ça l'info.
Ouais, je pense qu'ils Breaking vont news. Alors, j'espère qu'ils vont marquer contre Salernitana parce que quand même ne pas marquer contre la Lanterne Rouge quand t'as Dzeko et Lautaro Martinez. Bon, Alexis Sanchez a un peu plus de mal, mais bon. Mais en tout cas, non, c'est une petite stat comme ça. 880 minutes jouées par Minamino, 9 buts. 1500 minutes jouées par Lionel Messi, 7 buts. Bien joué, Opta. Les stats mentent. Non, merde. Les hommes mentent. J'y arrive jamais avec cette notion. Les hommes mentent, pas les chiffres. Allez. Bon, bien évidemment, Manchester City Sporting, je sais pas trop quoi vous dire. Faut encore le demander à Samy, ça. Ouais, Samy. Oui. 5-0 à l'aller, que va faire Guardiola? 5-0 au retour. Il va faire tout ce que Sampaoli ne sait pas faire, à savoir le turnover. Jusqu'au U19, au U17. Non, il va faire tourner son équipe. Michel de la Conta, va jouer. Est-ce que non, c'est plus comment il s'appelait le gardien argentin Caballero, il est toujours il y est plus. Il y est plus, je crois. Non. Qui c'est le remplaçant d'Ederson? Scott Carson. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que Scott Carson va donc jouer un nouveau match de Ligue des Champions? Non, quand même pas, mais je pense qu'il va beaucoup faire tourner son effectif. La qualification est assurée, 5-0. On voit très mal Sporting gagner 6-0 à l'Etihad. Moi, je sais rien. Franchement, c'est chaud. Et c'est là que tu vois, vraiment, le Sporting font leur remontada. Ils peuvent faire un bon. Non, mais là, pour le coup, sur la règle du but à l'extérieur, c'est pas possible. Même avec, c'était compliqué. Alors, même avec, c'était pas possible, enfin, théoriquement. Alors là, aucune chance. Donc, pas de remontada du Sporting? Non, je crois pas. Non. Un nouveau 2-0, 3-0, 3-1, 3-2. Je me coupe la main s'il faut une remontada. Vous pouvez le noter. D'accord, donc Samy se coupe la main. La semaine prochaine. C'est top chef. Du moins la gauche. C'est un dessert en trompe-l'œil. Non, c'est bien la main de Samy. Enfin, du moins la gauche. D'accord, vas-y. Comme par hasard. Bon, tu me diras, vu comment la gauche est dans un piteux état. Non, mais ouais, pareil, un truc genre 2-0, 3-0, 3-1. Enfin, peut-être un but du Sporting, mais promenade de santé. En tout cas, la qualif assurée, 100%. Quoi. Bah, en tout cas, j'aimerais bien quand même voir Scott Carson dans les buts. Non, mais quand j'y pense, il avait joué quelques matchs l'année dernière, Scott Carson, parce que Guardiola voulait impérativement qu'il soit quand même. Qu'il soit prêt. Il a quel âge? Je crois que c'est 37 ou 38 ans. C'est comme Tom Heaton avec United. Hein. Quel intérêt? C'est comme ça. Oui, surtout qu'il y a De Gea, et vu les prestations de De Gea, Sam Anderson devrait peut-être un peu... Oui, non, c'est... Ouais, Sam Anderson. Dean Anderson. Ouais, c'est Dean Anderson. C'était comme l'acteur, mais j'osais plus. Il y a aussi un gardien qui s'appelle Sam Johnston. Mais ça, c'est Arsenal, oui. C'est Johnston d'Arsenal. Très fort, d'ailleurs. Et on va passer un peu au match qui nous intéresse le plus, donc le PSG Real, sachant que Kroos est absent, Modric, je sais pas, Ferland Mendy et Casemiro sont suspendus. On se dirige à Valverde à la grippe. C'est vrai? Ouais. Merci de préciser. Non, merci. Donc on se dirige vers un milieu Camavinga Valverde, donc plutôt Camavinga. Isco. Pas trop le choix. Vraiment, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu mets qui? Tu vas pas mettre un joueur de la Castilla. Non, Sergio Ramos si tu veux. Je peux considérer qu'il a pas joué chez nous, vous pouvez l'inscrire sur la liste. Sachant qu'en plus le PSG va plutôt avoir son équipe type avec un retour tonitruant quand même de Danny Goat. Ah, Danny Goat. C'est vrai que les performances de Danilo depuis 2022, Danny Goat. Non, pour l'instant, en tout cas, il trouve son rôle. Il n'est pas baladé un peu partout. Il n'est pas baladé un peu partout comme ça pouvait l'être avant. Il commence à trouver un rôle qui est intéressant. Ça commence à être complémentaire. Ce qu'il a fait contre le Real Madrid, notamment défensivement, en couvrant les montées d'Hakimi pour défendre sur Vinicius, c'était plutôt bien fait. C'est ce qui a permis d'ailleurs au Real de ne pas tirer de la première mi-temps. Une performance qu'on n'avait jamais eue depuis 2005. C'est ça, donc non, avec Danilo, tu as quasiment l'équipe type. Voir en fait si justement, il y avait une question si tu laisses Danilo ou si tu incorpores Di Maria et tu mets les 4 devant en fait, je serais plus enclin à mettre Danilo. Tu mènes 1-0 de toute manière, donc t'as pas forcément besoin d'aller vers le but du Real. Autant y aller avec la structure que tu avais au match aller qui a très bien fonctionné. Est-ce que ce serait pas aussi, mais s'ils n'y vont pas, ce serait pas un péché d'orgueil de ne pas essayer d'attaquer même face à ce Real amoindri? Si.
Si, je suis complètement d'accord aussi. Parce que, comme on fait la compo du Real Madrid, les latéraux, ça risque d'être peut-être normalement soit Marcelo, soit il met à la bas, et du coup, ça va être Nacho en défense centrale. Carvajal, il a passé un match catastrophique. Non, je milite pour Vasquez à droite. Ah, mais tu milites, sauf qu'il ne sera pas d'accord. Parce que comment il s'est fait boire par Kylian. Mais Vasquez, il va pas. Si l'ami Carvajal a souffert, je vois pas Vasquez ne pas souffrir face à Kylian Mbappé quand même. Sur un poste qui n'est pas forcément le sien. Donc moi, il faut obligatoirement attaquer de toute manière. Après, tu es au Bernabéu, il ne faut pas non plus avoir un sursaut, te sentir trop fort. Cette équipe-là, pour l'instant, tourne pas trop mal, à retrouver des sensations d'attaque, un peu moins en défense. Donc si tu marques un but au Bernabéu, tu peux te dire que tu mènes 2-0, être tranquille, en tout cas gérer le match. Et puis tu l'avais très bien fait au match aller. En fait, il faut garder la même attitude qu'au match aller. Sachant que Courtois a dit que Bernabéu a déjà vu des remontadas. Je ne sais pas quand, mais c'est ce qu'il a déclaré. Si, Real Wolfsburg. En 2016. Il y a 3-4 ans. C'était sur le terrain, c'était au Bernabéu. C'était à Bernabéu. Oui, et puis nous, les remontadas, comme on aime faire là-dedans, on a la spécialité. C'est dommage qu'il n'y ait pas Casemiro, parce que je voulais voir le match de catch entre Paredes et Casemiro. La réponse. La réponse. Oui, alors par contre, il y a un truc à surveiller côté PSG, c'est que tu as pas mal de potentielles suspensions, notamment Verratti-Paredes, compris jaune au match aller. Ouais. Donc, et là, si tu passes en quart de finale et que tu as un des deux. Verratti. Si t'as pas Verratti, plutôt que Paredes, c'est moins grave en tout cas, mais si t'as pas Verratti, bon courage. J'espère que Valverde sera quand même remis pour le match retour, mais ça me semble assez compromis. C'est que la grippe, après, tu peux te dire que tu reviens à l'entraînement demain, après-demain. Enfin, il joue demain, donc il joue samedi, donc, mais plutôt il revient dimanche ou lundi à l'entraînement. J'espère. 1 ou 2 séances dans les pattes, ça devrait suffire. Ouais, sachant que le match est mercredi. Il y a bien un shot d'adrénaline qui va fonctionner. En tout cas, voilà, ça va être, ça c'est tout pour la Ligue des Champions. L'Europa League, quand même, avec les clubs français qui ont des belles affiches, notamment à Monaco-Braga. Est-ce que ce ne sera pas le véritable révélateur pour Philippe Clément? Parce qu'il y rencontre quand même quelques difficultés en championnat, avec notamment un nul contre Bordeaux et Lorient, où il a eu d'ailleurs un carton rouge contre Bordeaux, la défaite contre Reims, où il y a eu un carton rouge, et c'est ce qui a aussi provoqué ce retournement de situation. Il y a eu cette élimination en Coupe de France, le Belge déjà un peu. Est-ce qu'on voit pas est-ce que finalement Kovacs aurait dû rester pour ça? Mais Philippe Clément avait bien commencé ses 2 premiers matchs avec Monaco avant que. Il avait fait donc un 4-0 contre Clermont. Je pense que Monaco a fait une erreur de laisser partir Kovacs à ce moment-là de la saison. Parce que moi j'ai l'impression, j'ai vu les derniers matchs de Monaco, qu'il y a quelque chose qui s'est cassé à Monaco. Je sens pas la même comment dire, même osmose qu'en début de saison avec Kovacs. D'accord. Sachant qu'en plus, après, puisqu'on parle de Coupe d'Europe et ça va me permettre d'enchaîner là-dessus avec Lyon, on regarde quand même les performances de Philippe Clément avec le club de Bruges. C'était pas non plus. C'était pas mal. C'était pas mal. On a connu Philippe Clément parce qu'il a titillé le PSG. Voilà, exactement. Faut dire les choses, finalement, est-ce qu'en Coupe d'Europe, il n'y aurait pas un révélateur? Et ça me permet aussi d'enchaîner avec Lyon. Parce que autant si Lyon galère en championnat, en Europa League, ça fonctionne du feu de Dieu. Sa phase de poule, c'était quand même 5 victoires, 1 nul contre. Un nul pour la dernière journée en plus. Donc, pour la dernière journée. Ils ont tenu tête au Glasgow Rangers qui a réussi à éliminer le Dortmund 4-2 à l'aller au Signal Iduna Park. Foutu naming et qui a réussi à, je crois que c'est 2-2 au retour ou quelque chose comme ça. Et Lyon qui va rencontrer Porto. Alors, à quoi s'attendre finalement? Est-ce que Bosch va réuir son sans faute? Parce qu'aucune défaite en Europe. C'est vrai que j'aurais plus tendance à dire que Lyon est en meilleure position pour affronter un adversaire du coup plus fort. Monaco, limite, j'ai l'impression qu'il faudrait limite bazarder l'Europa League pour se positionner sur le championnat où tu peux. Ils sont 8e. Voilà, tu commences un peu à te décrocher des places européennes et de la Ligue des Champions. Donc ça serait en tout cas je pense en tout cas Monaco l'idéal. Après si tu as la possibilité de gagner, de passer, il faut y aller évidemment. Faut quand même pour les clubs français. La France est toujours première il me semble que c'est toujours première au coefficient UEFA, ce qui est un truc inédit. Sachant qu'on on a déjà passé un premier tour et on risque de passer un deuxième tour comme ça donc non clairement si Monaco peut y aller, qu'ils y aillent. Par contre c'est vrai que
Lyon fonctionne bien en Europa League, par contre tu tombes sur un gros porte, quoi. Un bon gros... Mais qui a pu Luis Diaz, et oui. heureusement parce que c'est une machine. Et ça se sent. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour Liverpool, mais une belle recrue. Ouais. Non, pour Lyon en tout cas, ça va être un gros challenge. Et si tu passes là, tu peux te dire que tu as pas un boulevard, mais en tout cas une chance d'aller au bout, que tu peux du coup aller prendre l'Europa League vraiment au sérieux, comme ils la prennent au sérieux depuis le début de la saison. Ouais, sachant qu'il y a quand même d'autres rencontres intéressantes en Europa League. On note un Leverkusen-Atalanta qui, à mon avis, on devrait voir des buts, notamment de Moussa Diaby. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il y a un Galatasaray-Barcelone qui, dans les années 90-2000, on n'aurait pas craché sur une affiche comme ça. Et un Eintracht Francfort-Betis. Et pour parler de la dernière compétition européenne, il y a quand même l'OM qui va affronter le FC Bâle. À quoi ça tombe ? Vous perdez combien du coup ? Vous perdez combien du coup ? Parce que Bâle est 3e du championnat suisse, l'OM pour le moment 2e du championnat français. Est-ce qu'on se refait un remember de l'Euro ou on perd contre des Suisses ou on se fait D'accord. Juste on se fait peur que contre Karabakh, mais on passe quand même. Je pense que ça va être le même scénario que Karabakh. On va se faire peur, comme toujours. Marseille aime toujours se faire peur, mais je pense qu'il n'y aura pas trop d'accro à la qualification pour les quarts de finale. Et non, j'allais oublier une rencontre assez importante quand même. Enfin, une belle affiche de C4. Rennes, Leicester. Pep Genesio face à son destin. Franchement, ça va être pas mal à regarder ça. Tu vois, ton jeudi soir, tu le passes devant ça plutôt. Franchement, ouais. Du football, Rennes qui tourne bien, Leicester évidemment toujours. Avec des admirables Louvre majeur, Martin Terrier, Suleymana un peu moins. Non, mais dans la globalité, Rennes c'est plutôt pas mal. Et, comme tu le dis, c'est une rencontre de C4, je pense que tu as la limite la plus belle affiche là-dessus. J'ai vérifié, sinon tu as Roma Vitesse Arnhem. C'est déjà un poil plus faible quand même. C'est un poil plus faible. En plus, tu as Vardy qui revient. Vardy est revenu là. Mais en Europa League, Patson Daka avait été très très bon. Notamment avec un triplé contre le Spartak ou un quadruplé. Il y avait une histoire. Je pourrais pas t'aider. Malheureusement, mais en tout cas, il y avait au moins. Non, mais ce qui est bien, c'est que là, la partie sur la Ligue des Champions a pris du temps, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de clubs français, comme on le disait, premier du coefficient UEFA, et il faut que ça continue. Voilà. Ça montre aussi peut-être un peu la progression du football français, de la Ligue 1 depuis quelques saisons. Et ben, en tout cas, on espère au moins aucune défaite, parce que ce serait déjà bien. Si on pouvait au moins avoir 3 victoires, ce serait mieux. 4, parfait. Réponse la semaine prochaine. Donc pour ces rencontres. 1, 2, 3. Pour ces rencontres européennes. Et là, on va donc passer au match à voir du week-end, donc au niveau des échéances nationales. Les matchs à voir du week-end avec une seule promesse pour cette rubrique, celle du beau jeu, de l'envie de marquer. Et Flavien se marre déjà parce qu'il sait déjà que ces remarques sont pour lui. Donc sans plus attendre, Flavien, explique-nous pourquoi le match à voir du week-end, ça va être Metz, ASSE Metz. Oui, ASSE Metz, c'est vrai qu'on a parlé de Bayern Leverkusen, on a parlé de United City, et on va prendre ASSE Metz parce que pour la bonne sieste du dimanche, ça va être pas mal. Non, pourquoi ? Parce que en gros, c'est un combo de 2 matchs avec 3 et Bordeaux, 17e et 20e. Là, on parle de Saint-Etienne et Metz qui sont 18 et 19. Les 4 équipes sont à 22 points, donc c'est en fait une journée que je pense est un peu charnière pour la suite de la saison de ces 4 équipes, mais du coup de ces 2 équipes, Metz et Saint-Etienne, parce que celui qui va gagner va probablement prendre 3 points d'avance sur le dernier, probablement le 19e, et déjà te donner un peu d'air. On rappelle que le 17e ne descend pas, le 18e joue un barrage. C'est vraiment déjà des places qui coûtent cher, et c'est des matchs, des confrontations un peu comme ça, en plus sur la même journée, même week-end. Donc forcément, on ne parle pas de beau jeu, on ne va pas parler d'une grande rencontre en termes de spectacle. Par contre, c'est en termes d'enjeu. Là, il y a vraiment quelque chose d'important pour la fin de saison, pour ces 4 équipes en tout cas. Oui, sachant qu'en plus, Saint-Etienne qui était hors de la zone rouge avant de subir la foudre Kylian Mbappé. Voilà, et encore, ils n'ont pas été trop mauvais. C'est que le PSG était meilleur, mais je sais pas, Metz est vraiment dans une série noire depuis plusieurs mois. Ils viennent de subir en plus la suspension de Frédéric Antonetti pour ses propos sur l'arbitrage de 7 matchs. Je crois qu'il n'y a pas que les propos avec l'arbitrage qui. Oui, non, c'est pas les propos sur l'arbitrage.
c'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre avec Sylvain Armand qui lui n'a pris que 4 matchs, il me semble. Ou J'avais pas vu la 4. suspension. Mais en tout Et cas, ils viennent d'avoir la suspension d'un milieu de terrain qui est passé d'ailleurs par la SSE, qui est Vincent Pajot, un ancien Rennais d'ailleurs. effectivement. Pour 5 matchs, donc là ça fait un peu trop. Pour Metz, là, ça commence à puer un peu, et du coup, voilà, c'est le moment ou rien en fait de te relancer contre un adversaire direct qui montre quand même de belles choses depuis quelques semaines. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où limite ta saison se joue en fait. Là, t'es à un tournant, t'as pas ton entraîneur, t'as des joueurs qui sont suspendus. C'est le moment où on va voir si le FC Metz a des ressources en tout cas pour aller chercher une. Et justement, Kazri, il va revenir pour ce match puisque contre Paris il était blessé. Donc, Je crois qu'il était incertain contre Paris, donc pour moi il doit être de retour. Donc, voilà, Kazri face à Boulaya. Voilà. En plus, Samy, il était content la dernière fois qu'il est venu dans cette émission. J'avais proposé un Inter Salernitana. Il s'est dit, tiens, Genoa Salernitana. Il a l'habitude des combats des promus, enfin des combats d'infirmes. Voilà, c'est ça. Mais, et d'ailleurs, heureusement que Samy est là parce qu'il va réussir à rattraper le coup, puisqu'il a choisi Nice PSG. Non, alors il faut dire qu'il me l'a volé. Mais Je ne le savais pas. C'est vrai que vous étiez tous les deux invités. Donc en fait, c'est de la faute de Samy si j'ai pris un match. Non, je demande d'avoir. Parce que moi, je ne pas encore. Non, mais il a dit avant. Mais c'est vrai que je ne t'avais pas posé la question. Non, t'inquiète. Merci de rétablir la vie. Mais Nice-Paris, beau match. Hein. Double enjeu pour Nice qui aura l'occasion de passer devant Marseille et Paris de se préparer pour le Real Madrid. Le but pour Nice, c'est d'aller chipper cette deuxième place à l'OM et en effet, le PSG de préparer le match contre le Real. On va voir comment Mauricio Pochettino va se préparer tactiquement, qui va mettre parmi les 11. Tactiquement parlant, je sais pas trop comment il va faire. Il fait pas trop tourner généralement veille de. C'est passer tous la balle à Kylian et Kylian mais en même temps c'est le meilleur joueur du monde. C'est vrai qu'un petit duel Kylian Amin Gouiri, les deux meilleurs attaquants français du moment. Faut arrêter de comparer les deux là. Non, on compare pas. Je comprends pas. Est-ce que je dis actuellement, est-ce que Amin Gouiri et Kylian Mbappé sont les deux meilleurs attaquants français? En mettant Kylian Mbappé en premier, s'il te plaît. Mais oui. Ok. Attaquant français du championnat? Non, du meilleur attaquant français du moment. Ah, du moment? Peut-être avec Moussa Diaby. Parce que j'ai cru que c'était en général, j'avais été insulté. Depuis 10 ans même. J'ai cru que tu avais oublié Benzema. Djibril Cissé, Non, mais oui, ils font partie des deux meilleurs attaquants français du moment. Donc, à voir. Puis c'est une revanche un petit peu pour le PSG, puisqu'ils se sont fait éliminer en Coupe de France par Nice. Au tir au but. Par Boulka. Mais qui ne jouera pas. Non, il joue plus du tout, j'ai pas trop suivi après, c'est vrai, il est resté sur le banc après le mec il joue juste pour la Coupe de France. Ouais, mais il était bon, tu vois. Il a joué plusieurs matchs à ce moment-là. Oui, parce que Benitez était un peu blessé, mais Benitez qui revient encore... Il a pris la nationalité française. Et je ne dirai pas sur quelle chaîne il faut voir le match. C'est très bien. Et vous regarderez en streaming si vous voulez, et financerez la pègre italienne. Roumaine, je crois, mais ça dépend des sites de streaming. C'est la fin, c'est vrai que pour ces matchs à voir du week-end, parce que, étant présentateur, je ne vous dis pas d'en regarder un, même s'il y a un petit Milan-Naples. C'est pas mal. C'est dimanche à 20h45. J'ai vraiment choisi le bon match. On peut dire le derby de Manchester aussi. Oui, c'est vrai qu'il y en avait plein. Mais bon, ça va être 2 très beaux matchs. J'ai hâte de faire lundi une story pour expliquer les résultats. Moi, je pense que ton match à voir du week-end, il est tout de suite avec le quiz, à mon avis. Et exactement, le match à voir du week-end, il arrive, le quiz, le moment tant attendu. C'est parti. Allez, le quiz où nous 2 champions. Samy n'est pas Thomas non plus. Oui. Nos 2 champions vont s'affronter. Donc, pour la règle, c'est simple, une suite de clubs, bien sûr, bien évidemment, pas dans le bon sens, avec où il faudra deviner les joueurs. Et je donne un indice, puisque Flavien m'a donné cette idée. Cette mauvaise idée. Cette merveilleuse idée. Comme actuellement, il y a le conflit russo-ukrainien, ce ne sera que des joueurs soit russes, soit ukrainiens. Et on commence tout de suite. Heureusement, tu ne nous demandes pas d'épeler les joueurs. Ah, mais ça fait des bons bonus après. En cyrillique. Il y a plus de lettres que dans l'alphabet, je crois. Latin. Here we go. Bon, allez, here we go, c'est parti. Tom Tosk.
Personne ne propose d'un coup. Je sais même pas dans quel pays c'est, dans les deux, tu vois. C'est vrai aussi. Ou C'est- Ukraine. C'est vrai. Après, Zénith Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, t'as cru que t'étais où? Saint-Pétersbourg, ouais. Saint-Pétersbourg, ouais. Yekaterinbourg, si tu veux, en URSS. Ex-URSS. Ok. Mhm. Non, Ça, oui. qu'est-ce que c'est, ok. Rostov. Allez, je redis. Tomtomsk, Zénith Saint-Pétersbourg, Rostov, Spartak Moscou. Ok, j'ai peut-être une piste. Allez, Tomtomsk. Est-ce qu'il a joué dans un des grands championnats ou pas? Non. Je crois que je l'ai. Toi, tu te tais tout de suite. Tu te tais. La régie doit se taire parce que là, j'aurais pas le moyen de faire d'autres joueurs. Donc, tu vas te calmer tout de suite. Alors, Est-ce que si je te, Tomtomsk, Zénith Saint-Pétersbourg, Rostov, Spartak Moscou, Arsenal Toula. si je te dis que c'est un attaquant, tu me réponds oui? Propose. Smolov? Non. Merde. Tu veux proposer? Non, j'ai rien. Allez, je redis Tomtomsk, Oh là là, Zénith quelle idée de Saint-Pétersbourg, Rostov, Spartak Moscou, Arsenal Toula. C'est un attaquant. C'est un attaquant russe. Zuba. Voilà. Voilà. On dit au hasard et ça passe. On dit au hasard et ça passe. De toute façon, il n'y en avait pas beaucoup. Je te demande de m'épeler son nom. Et ben, ça dépend. D-Z-Y-U-B-A. Ouais, non, en fait, avec. Enfin, Ouais, là, ça ils mettent des dépend. Z-I-O-U-B-A. Parce on a revu, je crois, l'alphabet cyrillique. Mais c'est pas grave. Mais c'est bien Artyom Zubia. Et donc, c'est le premier point, et bien, pour Là, Flavien. t'es mené. Attention. Magnifique. Il y a combien de joueurs à trouver? Il y en a Exceptionnel. 3. Il y en a 3. Donc, Allez, il y aura un Du match. haut niveau. Le deuxième joueur, il a joué au Kuban Krasnodar. Kuban Krasnodar. Arsenal FC. Archavine. Allez, bonsoir. Il était plus vite que moi. Kuban Krasnodar, Arsenal FC, Zénith Saint-Pétersbourg, Kairat Almaty. C'est bien, Andriy Archavine. Sur un joueur d'Arsenal en plus. Ouais. Et le troisième pour la fin quand même. Et lui il est un peu... mais il est quand même sous les feux de la rampe hein, actuellement. C'est vrai, et j'ai quand même été plutôt sympa, j'ai pris des Ah, vous, joueurs... pardon, voilà. Je vous ai pas pris du Oleg Blokin. Et Shevchenko avait été dit dans le quiz de la semaine dernière, mais l'émission n'est pas sortie. La faute à des problèmes techniques, on nous entendait pas. Oups. Des émissions on vous voit pas, d'autres on vous entend. C'est ça. Allez, pour le dernier, il a joué au KRC Genk. Il a ensuite été au Zorya Luhansk, au PFC Sébastopol. Oui, c'était Bien. drôle. KRC Genk, Zorya Luhansk, Sébastopol, Atalanta Bergame. Malinowski. Oui, Bien joué. bien joué. Bravo Samy. Réduction Bravo, du Samy. score. Réduction du score, mais c'est bien une belle victoire de Flavien Porta. Putain, ça fait 2 victoires. 2 victoires. Et là, cette fois-ci, elle ne souffre d'aucune contestation. Non, bah non. Enfin, des victoires châteux quand même. Ah bah. Je la prends quand même. On va donc se quitter sur, sur ces mots de seum, sur cette victoire, sur cette belle victoire de Flavien Porta. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Agathe en régie de nous avoir enregistré et surtout de ne pas m'avoir spoilé Artyom Zubia parce que j'avais pas d'autres j'avais pas trop d'autres joueurs sous la manche. On peut faire des dédicaces, non? Non, pas de dédicace. On se retrouve. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans Première Intention avec, j'espère, Lorenzo de retour. Ou pas. Merci à tous. Second poteau Pavard.